aujourd'hui on est là pour aborder un sujet un peu délicat qui est le deuil périnatal. Et du coup, on aimerait savoir tout d'abord comment vous étiez en fait avant ce deuil. Savoir si vous aviez déjà enfanté, si les grossesses faites en amont se sont bien passées. Savoir en fait tout simplement est-ce que vous désiriez effectivement avoir un enfant et ce genre de choses. 5, 4, 3, 2, 1, level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this on me so yummy. Pour ma part, je suis tombée enceinte du coup en septembre 2017. Tout s'est bien passé durant ma grossesse. On était contents avec mon époux, même si c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement pour projet à ce moment-là d'avoir un enfant. Et donc, on a eu la malheureuse surprise de perdre notre petit garçon en cours de grossesse. Je n'avais pas forcément prévu le projet bébé au moment où c'est arrivé. J'étais beaucoup plus concentrée sur l'aspect professionnel. Donc ma grossesse a débuté en janvier 2017, une grossesse pour le coup très ordinaire. Donc il s'agissait de mon premier enfant. 9 mois vraiment parfaits. J'ai pu poursuivre mon activité jusqu'au bout. Mon petit garçon est né, il a ouvert les yeux, il a poussé son premier cri et il s'est arrêté de respirer. Donc il a tout de suite été pris en charge, mais il est décédé donc 3 jours après de ce que l'on appelle la mort subite du nourrisson. J'ai pu le voir, il a commencé à téter. Mais bon, avec l'effet de la péridurale, bon, ben, j'étais pour le coup très très fatiguée. Donc on me l'a pris pour aller l'habiller et je me rappelle que le médecin est revenu seul. Et de mémoire, on revient toujours avec le bébé. Donc je n'ai pas trouvé ça normal. Et ma première réaction a été de demander au médecin s'il y avait un problème. Donc elle m'a expliqué effectivement qu'il s'est arrêté de respirer quelques minutes. Et comme dans les films, j'ai posé la question, j'ai dit oui, mais est-ce que son pronostic vital est engagé? Et la réponse a été oui. Donc il a été pris en charge en réanimation donc pendant 3 jours et il est décédé au bout de 3 jours. Moi, en fait, comme j'ai perdu les os, c'était un accouchement prématuré du coup, j'ai perdu les os, donc j'ai compris en fait sur le trajet ce qui était en train de m'arriver. J'ai compris en fait que j'allais accoucher. Après, je ne savais pas en fait comment j'aurais trouvé ce bébé en fait, parce que c'est vrai qu'à ce terme-là, on ne sait pas trop est-ce qu'il pourra vivre ou pas. Et à l'hôpital, on ne m'a pas dit votre bébé est mort. On n'a jamais dit ça. Euh, je l'ai tout simplement compris parce que avant de commencer à pousser, j'ai demandé est-ce qu'il allait respirer. Et elle m'a dit je ne pense pas, en mode je suis pas très sûre. Et donc du coup, après ça, l'interne m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire du corps. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait elle me parlait du corps. Je me suis dit mais le corps, je ne comprenais pas trop le rapport entre l'accouchement et le corps. Qu'est-ce qu'on en fait? On garde son bébé en fait après l'accouchement. Et à ce moment-là, elle m'a parlé des obsèques en fait. Et c'est là que j'ai réalisé que j'allais accoucher, que j'étais en train d'accoucher de mon bébé, mais qu'il était mort. Alors du coup, comment se sont passées en fait les funérailles? Les funérailles, alors pour le coup, j'avais organisé l'événement. Alors, pas comme une fête, voilà, parce qu'on se rappelle quand même le contexte, mais j'avais fait une liste d'invités, parce que très honnêtement, il y a des personnes que je voulais voir et d'autres pas. Donc, non reçu pour le coup les invitations que ceux qui étaient concernés et sur la liste. Donc, mes parents également avaient droit à quelques invités, mais bon, c'était pas non plus l'événement de l'année, quoi. On monte pas les marches de Cannes. Donc, du coup, liste privatisée. J'avais préparé les chants de sortie, le chant d'entrée également. C'était pour le coup une très très belle cérémonie. Donc, je n'ai pas pleuré, non pas parce que j'étais dans le refoulement de mes émotions, tout simplement parce que je n'en ressentais pas le besoin. Et c'était une délivrance parce que mon petit garçon avait fini de souffrir. Donc, très belle cérémonie pour le coup. Et ce qui était assez drôle,
c'est que les gens pleuraient et je ne comprenais pas pourquoi ils pleuraient. Donc je voyais effectivement les gens arriver, oui, je suis très triste pour toi, mais je les regardais, mais de façon complètement déconnectée. Mais pourquoi tu pleures au final? C'est pas toi qui as enterré ton fils. Enfin, pourquoi tout ce cinéma? Pourquoi tout ce cirque? Donc j'étais vraiment complètement déconnectée. J'ai eu la chance d'avoir une famille, un époux hyper mobilisé. Donc ils ont tout organisé. Si bien que j'ai des amis, je ne savais même pas qu'ils allaient venir. Enfin, je n'ai même pas pensé en fait à qui allait venir en fait. Déjà, juste l'idée de me dire que j'allais devoir m'habiller pour aller enterrer mon enfant, c'était déjà trop en fait dans le même ballon. Donc j'ai été comme un robot finalement. Et mon époux m'avait prévenu parce que c'est lui qui avait choisi le cercueil. Donc il m'avait dit, voilà, il faut que tu saches quand même que voilà, le cercueil il est petit, c'est pas, enfin, ça peut te choquer. Il m'avait envoyé une photo en amont, mais c'est vrai que voir le cercueil avec du coup la gravure et puis quelque chose qui est assez terrible, le 2018, ça te rappelle vraiment l'instant en fait, le chassé-croisé qu'il y a eu entre la mort et la vie et la mort, qu'est-ce qui est arrivé avant, enfin voilà, c'était un embrouillement. C'était une cérémonie magnifique aussi. Du coup, on avait choisi, ça je me rappelle très bien parce que c'était un choix aussi, de n'être qu'en blanc. Donc on était tous en blanc, avec des roses blanches et tout ça. Il n'y avait pas de fioritures, enfin c'était vraiment à l'essentiel. Et moi j'ai pleuré du coup, mais j'ai été surtout choquée de voir mon petit garçon dans cette boîte-là. Et en même temps, ça m'a fait énormément de bien de vivre cette étape-là parce que, en fait, j'avais l'impression de l'avoir abandonné. Du coup, le fait de savoir qu'aujourd'hui, il a un endroit où il est sur Terre, où son enveloppe physique est sur Terre, ça m'a consolée. Parce que je crois que j'ai vite, pas accepté, parce que je ne sais pas si on accepte, mais en tout cas, j'ai vite toléré l'idée, en fait, que son âme, son esprit n'était pas là, en fait. Et que le bébé que j'avais eu entre les bras, c'était un corps, en fait. Et que c'était mon bébé, mais enfin, je ne sais pas si vous comprenez un peu L'enveloppe charnelle. l'enveloppe en fait, charnelle, c'est ça, oui. Donc voilà, c'était ça ce jour-là. Et oui, j'ai une petite anecdote. C'est pour souligner, en fait, encore à quel point les gens peuvent être des fois blessants sans s'en rendre compte. J'ai un proche qui est venu du coup avec son petit garçon le jour de l'enterrement, donc chez moi, chez mes parents. Il est venu et donc un petit garçon à peine plus âgé que le mien, du coup, ils avaient quelques mois d'écart. Et il m'a donné le bébé en mode tiens, je te l'ai amené pour te remonter le moral. Et j'étais là en mode genre quel moral en fait tu veux remonter parce que je ne sais pas trop où me situer. Et je lui ai dit, alors je ne pense pas avoir été très gentille à ce moment-là, mais je pense que du coup avec un peu raison, je lui ai dit non, par contre, aujourd'hui c'est pas possible. Faut que tu partes. En tout cas, il peut rester, mais il faut pas que je le voie là. Juste, donne-moi juste aujourd'hui. Après, je vais me gérer, mais aujourd'hui là, non, je peux pas gérer ça. En effet, ça doit être compliqué à gérer. Et du coup, comment ça s'est passé en fait le retour à la maison quand on retourne sans son bébé, qu'on voit que toutes les affaires de bébé, la chambre est prête, tout ça c'est tout bon et que malheureusement en fait ce petit être n'est pas là en fait. Je n'avais pas préparé toute la chambre. J'avais commencé à monter 2-3 meubles. Donc moi, je suis revenue de façon prématurée chez moi. J'ai décidé de signer une décharge pour pouvoir partir plus tôt de l'hôpital parce que j'ai été hospitalisée en maternité, donc à côté des autres mamans qui ont eu la chance effectivement d'avoir leurs enfants. La première nuit, donc j'étais seule dans la chambre. La deuxième nuit, j'ai eu une compagne de chambre, donc une maman qui était en travail. Donc j'ai pas tenu. Très honnêtement, j'ai pas tenu. Donc j'ai signé une décharge. Je suis partie au bout de 48 heures. Donc j'ai laissé mon petit garçon du coup à l'hôpital et je faisais les allers-retours tous les jours. Le retour à la maison, pour le coup, très angoissant parce que je n'avais pas envisagé de revenir sans mon bébé.
Donc j'étais vraiment dans ma bulle, bon, avec mes proches, avec mes parents, j'étais vraiment dans ma bulle, donc je refusais toute visite et ça a duré pour le coup environ 2 semaines parce que je ne supportais pas que quelqu'un vienne chez moi pour pleurer alors que j'avais effectivement déjà cette peine. Donc pour moi c'était vraiment du non-sens. Donc les affaires de mon fils étaient là, mais heureusement j'ai des parents formidables donc, qui ont fait disparaître du coup des choses pendant mes absences, notamment pendant les visites à l'hôpital, puisque bon, on connaissait déjà la fin, on savait que c'était inévitable. Après, il a fallu se séparer des affaires. Donc, du coup, j'ai dû appeler les enseignes dans lesquelles j'avais fait les achats, qui, pour le coup, ne reprenaient rien. Donc, il a fallu, pour le coup, s'en débarrasser. Donc, à chaque fois, c'était un petit peu plus de mon fils qui s'en allait. Pour moi, le retour était compliqué parce que j'avais pas... vous savez, il y a des femmes enceintes qui parlent au bébé, etc., qui sont très très attachées, tout ça. Moi, je caressais souvent mon ventre, mais je ne parlais pas. Je n'étais pas en mode « coucou chérie, c'est maman » et tout ça. Et je suis revenue en fait avec du coup, cette culpabilité de me dire « mais en fait, j'ai pas assez profité du moment où il était avec moi, où j'ai pu le garder avec moi ». Et donc, j'avais cette culpabilité-là, j'avais cette culpabilité de penser que c'était de ma faute, que j'avais fait quelque chose qui faisait que il était parti. Et ce retour à la maison qui se fait vraiment dans un espèce de brouillard, parce que on n'a pas... quand on sait qu'on est à 9 mois de grossesse et qu'on sait qu'on va accoucher, il y a un peu le processus d'avant qui fait que tu te prépares à l'accouchement. Là, ça s'est passé vraiment du jour au lendemain, en fait. Donc, en arrivant, je me rappelle avoir pris du coup les quelques vêtements que j'avais déjà, et je les ai mis dans une boîte. Donc, j'ai une boîte à la maison de mon fils, et avec son bracelet de naissance et tout ça. Et je me rappelle qu'il avait un doudou qu'on lui avait déjà acheté. C'était son premier cadeau, c'était un cadeau de Noël. Et donc, j'ai décidé du coup de l'enterrer avec. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé l'absence, le vide. Et s'en est suivi en fait des semaines où je le cherchais en fait. Je le cherchais, soit dans mon ventre, soit à côté de moi. Je me réveille la nuit, je le cherche quoi. Parce que c'est pas normal en fait qu'il ne soit plus là, tout simplement. C'est ça. Au niveau de la part administrative, alors c'est une partie dont on parle vraiment pas ou très peu. On aimerait bien savoir comment ça se passe. Parce qu'en fait, un acte de naissance, un acte de décès, sûrement rempli dans la même journée. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. J'ai pour le coup dû faire une bonne partie des démarches. À commencer déjà par les pompes funèbres. Pour le coup, moi, j'ai tenu à y aller. Donc, du coup, j'ai fait toutes les démarches. Alors, après l'acte de naissance, puisque dans le cas de mon fils, il est né vivant, donc l'officier, donc l'officier, pardon, donc est passé à l'hôpital, mais bon, j'étais déjà partie, donc malheureusement, j'ai fait jouer un filon pour pouvoir récupérer le certificat de naissance de mon fils et ne pas avoir à me déplacer. Il y a d'autres démarches que j'ai malheureusement dû faire qui, pour le coup, ont nécessité beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme. Je ne vais pas nommer, enfin si, je pense qu'il est important quand même de nommer les administrations. Ne serait-ce que la CAF, lors de la naissance donc, de l'enfant, on perçoit une prime de naissance. Du coup, j'ai dû aller à la CAF, puisque la CAF ne répondait pas au téléphone, donc il faut se déplacer, parfois avec tous les justificatifs. Expliquer à nouveau, donc je pense que ça faisait une dizaine de jours que mon fils était décédé. Au bout de 5 minutes, j'étais en pleurs parce qu'il faut expliquer. Il a fallu retourner à 2 ou 3 reprises. Donc là encore, j'ai appelé une personne donc, qui travaillait à la CAF qui du coup a été facilitateur. Donc ça, c'est une réalité. Et mon fils, j'ai dû effectivement prouver qu'il est né vivant. Donc ça encore, c'est très difficile à vivre. C'est un déchirement. La mutuelle et même la sécurité sociale, lorsque l'enfant naît, du coup, il apparaît sur la carte vitale du parent.
Là encore, même chose, il a fallu les contacter, envoyer le certificat de décès pour dire oui, ben bonjour, mon fils est mort, veuillez retirer du coup son nom sur la carte vitale. Donc ça, je ne suis même pas persuadée que jusqu'à présent ça soit résolu et mon fils aurait eu 3 ans en octobre. Donc tout ça, mine de rien, ça mériterait d'être facilité pour que les parents n'aient pas à vivre cela. Et même 3 ans après, je n'ai toujours pas été à la mairie de Fort-de-France pour pouvoir faire enregistrer le décès de mon fils sur le livret de famille. Donc c'est montrer à quel point c'est pour le coup très absurde parce que on vit déjà une douleur qui est vraiment très très profonde. Et derrière, il faut pouvoir faire toutes ces démarches pour pouvoir être en règle. Alors, c'est vrai que dans le cas de Laetitia, c'est différent du mien, puisque l'État français fait des distinctions entre le statut de l'enfant selon le terme auquel il est né et selon je vais employer ce terme, sa condition. Est-ce que l'enfant est né viable ou pas? Donc ça aussi, ça complexifie un peu les choses. Donc il y a des espèces de... Oui, il y a un statut avec plusieurs grilles, entre guillemets. Donc, si tu sais que ton enfant est né avant 22 semaines d'aménorrhée, il y a telle démarche à faire, etc. Dans mon cas, on a eu un certificat d'enfant né sans vie. Donc, à ce moment-là, automatiquement, il y a l'officier d'état civil qui écrit sur le livret de famille. Et donc, notre fils apparaît sur notre livret de famille, mais il n'y a pas du coup d'acte de naissance, puisqu'il est né sans vie, donc il est directement dans le décès pour dire que, du coup, c'est écrit mort-né, en fait, à telle heure, voilà. Directement sur le livret. Voilà, donc j'ai pas eu en fait à faire, et comme je disais, du coup, les pompes funèbres et tout ça, je m'en suis pas occupée. Donc à part ça, on n'a pas eu à faire de démarche, hormis la CGSS quand même, non, la CAF, pardon, qui a gardé pendant je ne sais pas combien de temps. Je suis retombée enceinte après. Et j'avoue que pour ma seconde grossesse, oui, il y avait encore Yann Philippe. Et donc, il y avait son... Enfin, ça nous mettait un message en mode, oui, votre enfant, il a tel âge, il faut faire tel truc. Enfin, voilà. Donc, à chaque fois, on s'est dit, mais attends, c'est pour Yann ou pour Amy? Donc, du coup, on a dû appeler, demander est-ce qu'ils pouvaient enlever. Enfin, bref. C'était un peu la croix et la bannière. Mais du coup, ouais, c'est des démarches qui prennent du temps, en fait. Alors du coup, vous avez dit qu'il y a des choses qu'il faudrait éviter de dire. Est-ce que vous avez fait face à ce genre de pépites, entre guillemets? Ah bien sûr. On pourrait faire un livre. Mais en fait, j'avais commencé à écrire. 150 phrases. J'ai commencé, mais je pense que je dois en avoir 300 facilement. À l'hôpital, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais... le peu de visites que j'ai tolérées, parce que normalement je ne voulais voir personne. Oui, mais je connais un tel, mais qui a vécu la même chose et elle est tombée enceinte tout de suite après. D'accord. Ou sinon, une femme enceinte, et elle pour le coup c'est ma pépite parce que elle a été constante pendant 6 mois. Donc il faut préciser qu'à l'époque elle était enceinte, elle m'a dit ah mais c'est pas grave, tu vas remettre le couvert. Et je pense que j'avais repris, ça faisait 3 semaines, donc j'avais repris le travail. Et je me suis dit, là, par contre, c'est quand même assez violent. Tu vas refaire un enfant, tu es enceinte, tu me dis ça. Bon, mais bon, il y en a plein. Mais bon, fort heureusement, j'ai une capacité à occulter tout ça. Moi, bon, je vais raconter quand même. Pour moi, le meilleur du meilleur, ça reste quand même le bébé tendu dans les bras le jour de l'enterrement. Non, mais il y en a plein d'autres. Hein. Tu es jeune, tu vas recommencer. Au moins, tu l'as pas vu, il t'a pas été au bout, t'as pas eu le temps de t'attacher. Ah, t'as pas eu le temps de le ramener. Ah oui, il y a ça aussi. T'as pas eu le temps de le ramener à la maison. Voilà. Ouais. Au moins, t'avais pas fait la chambre. Ok, et ça change quoi en fait? Donc enfin voilà, toutes ces petites réflexions qui en fait ont vocation du coup à soi-disant nous faire nous sentir bien, mais en fait c'est tout le contraire que ça fait. Donc s'il vous plaît, évitez au possible. Si quelqu'un de votre entourage est en train de le vivre, alors oui, vous pouvez lui apporter de l'espérance, mais en fait, il y a un timing aussi. Je pense qu'il y a des temps et il y a des choses qu'on ne dit pas. Je me rappelle, peut-être une semaine après l'enterrement, je vois un proche qui me dit « Mais tu sais, j'ai réfléchi à ta situation. » Ça aussi, c'est pas mal. Écoute. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a le transporteur et le transporté. « » Et des fois, le transporteur, quand il transporte le colis, donc le transporté,
il peut aussi déconner. Il peut y avoir un truc qui fait qu'il y a un problème et que du coup, le transporteur n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et moi, je le regarde et je suis en mode, en fait, c'est que je suis le... Mon ventre est le transporteur, c'est Es-tu quoi toujours ça? en relation avec cette personne? Oui, je t'ai dit, c'est un proche. Je dis Ah, pas son nom, mais c'est un proche. non, on le salue. Donc, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose comme ça. Quand on te dit ça et que ça Non, fait une c'est dur. semaine et que tu vis déjà avec cette culpabilité, tu te dis, mais en fait, what the fuck, quoi. Ça c'est vient d'où dur. et c'est dur. Donc, ouais, mon conseil, c'est plutôt le silence et des petits cocktails, des C'est soirées important. chill, des blagues. En fait, l'idée, c'est pas d'amener comme si on veut faire oublier, etc. Mais c'est juste qu'en fait, je pense que dans cette épreuve, il faut qu'on voit la facette de la vie. C'est-à-dire que la mort est tellement là, elle a tellement pris le dessus, que nous, les concernés, je pense qu'à un moment donné, on a besoin de voir la vie. Et à travers nos proches, à travers vos yeux, on peut voir cette vie-là juste avec des yeux d'amour et de réconfort et juste une présence bienveillante, tout simplement. Mais du coup, est-ce que après tous ces péripéties, vous avez pu rencontrer des parents dans la même situation, dans le même cas, discuter, Oui. échanger? Alors oui, j'en ai rencontré de façon complètement fortuite. Quelques semaines après mon accouchement, j'ai vécu des choses assez surnaturelles, enfin vraiment de l'ordre du surnaturel. Beaucoup de réflexions malvenues. Et du coup, j'ai commencé un blog sur les réseaux sociaux que j'avais appelé Dans les nuages. Donc du coup, ça m'a permis de commencer à discuter effectivement avec d'autres parents qui étaient concernés par le sujet, dont Mathilde. J'ai retrouvé également une amie de lycée dont je ne me rappelais absolument pas, mais qui avait vécu cette même expérience du deuil périnatal à quelques semaines près. Donc nos fils, ils auraient eu 1 mois d'écart. Et pour le coup, on a vraiment vécu, notamment avec elle, on a vraiment vécu cette tranche de nos vies ensemble. On s'appelait à des heures indues. Bon, elle était à l'époque en Guadeloupe, moi en Martinique. On s'appelait, on parlait pendant 1 heure. Et je pense que du coup, ça nous a permis de pouvoir extérioriser tout ce qu'on vivait au quotidien, toutes ces réflexions blessantes qu'on a pu entendre, qu'on a pu, j'allais dire accueillir, mais accueillir, ce n'est pas le mot, qui ont pu arriver en tout cas devant le pas de ma porte, parce que pour le coup, ce n'est pas rentré. Donc de parler effectivement à des parents qui vivent la même chose, pour le coup ça rapproche parce que malheureusement si on n'a pas vécu cette expérience, on ne peut pas forcément comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur. On ne peut pas comprendre cette ambivalence parce que pour le coup je suis devenue lunatique. Il y a des jours où ça va aller super bien, d'autres jours où ça va être difficile. De voir un bébé âgé de moins de 6 mois, pour le coup c'est non. Donc les naissances qui me sont annoncées de façon non méchante, ça me passe au-dessus de la tête. Même mes annonces de grossesse, pour le coup, je suis complètement stoïque devant ces annonces. Donc je pense que du coup, ces échanges avec les autres parents m'ont permis de mieux vivre. Moi, du coup, effectivement, Laetitia, c'est la première à qui j'ai parlé. En tout cas, hors de mon cercle familial, parce que c'est vrai que dans mon entourage, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui avait vécu ça à différents stades de grossesse. Et donc, c'était un réconfort, en fait, de trouver quelqu'un qui pouvait comprendre ce que je traversais et tous les changements qu'il y a effectivement en soi à ce moment-là, parce que clairement, on n'est plus la même personne une fois que c'est arrivé. Et je pense que ça a du positif, parce que forcément, ça nous amène des choses positives, mais il y a aussi du négatif. Et cette part-là, j'ai envie de dire, cette part de ténèbres, c'est important en fait de pouvoir en discuter avec des personnes concernées. Parce que finalement, ce ne sont que ces personnes qui peuvent comprendre justement à quel point c'est obscur.